Bonjour à tous, je suis ravi une fois de plus d'être parmi vous ce soir. Je rappelle le contexte, hein. Nous allons poursuivre le thème abordé la semaine dernière qui porte sur la création d'un large language model. Cette discussion se déroule dans le cadre de l'initiative IA pour tous. Cette initiative vise à démocratiser, à vulgariser l'IA, les outils relatifs à l'IA auprès du grand public. La semaine dernière, nous avons introduit la, la création d'un large language model. Nous avons parlé des anciens modèles, à savoir Word2Vec et Back of Word. Nous avons vu ensemble quelques limites de ces modèles. Le premier modèle, Back of Word, qui remonte aux années 50. Nous avons vu qu'il était trop simpliste. Les mots étaient représentés dans des tableaux sous forme de matrice. Un document, c'était tout simplement une ligne. Et les colonnes, c'était l'ensemble des mots que comporte ce document. Donc, une des principales limites, c'était la dimension. On a vu, par exemple, si on considérait la Bible, un document comme la Bible, ça allait être difficile pour nous de pouvoir représenter la Bible dans des colonnes, dans des cellules, avec 1, 0, 1, 0 pour chaque mot présent dans la Bible. Une autre limite, c'était que le modèle Back of Word ne prenait pas du tout en compte le contexte. Donc, c'est un modèle simpliste. En 2013, les chercheurs de Google ont mis au point le second modèle qui s'appelle Word2Vec. Cette fois-ci, les mots sont représentés sous forme vectorielle. Donc, on a une traduction numérique du texte, ce qu'on appelle les embeddings, je rappelle. Et ces embeddings permettaient de prendre en compte les relations entre les mots, mais pas de façon très poussée. Une des limites, c'était par exemple de voir que le modèle Word2Vec était incapable de distinguer entre avocat, qui signifie fruit, et avocat, qui est un professionnel juridique. La principale limite a été donc surmontée en 2017 par Vashfani et ses équipes, encore un chercheur de Google Research, qui a mis au point le célèbre papier Attention is all you need, paru en 2017, et qui a révolutionné le domaine, le secteur de l'intelligence artificielle, parce que ce papier va pour la première fois introduire ce qu'on appelle le modèle transformer. Le modèle transformer est donc un modèle plus poussé, plus abouti, avec une particularité, c'est qu'il va porter son attention sur certains mots dans une phrase. Et par conséquent, il va être capable de distinguer entre avocat qui signifie fruit, dans un contexte où, par exemple, je dis je mange un fruit. Là, le modèle va tout de suite savoir qu'il s'agit d'un contexte alimentaire comparativement à un contexte juridique où je dis j'attends mon avocat, je suis au tribunal. Le modèle transformer va être capable de déduire que avocat, dans ce cas, est lié à un professionnel du droit. Donc, pour ce soir, nous allons donc poursuivre la présentation du modèle transformer. Plus en détail, nous allons notamment décrypter l'architecture. Et pour le faire, je vais donc me rendre sur la diapositive portant sur l'architecture, diapositive sur laquelle nous nous sommes arrêtés la dernière fois, la semaine dernière. Donc, je rappelle, nous avons vu que l'architecture transformer
était constitué de deux blocs. Un premier bloc dédié à la partie encodeur. L'encodeur, c'est quoi? C'est tout simplement la partie qui va donc permettre de traduire du texte en valeur numérique. C'est la représentation numérique du texte. Je vous rappelle que les ordinateurs ne travaillent qu'avec des chiffres et des nombres. Donc, la partie encodeur va transformer notre texte, je mange une banane, en un vecteur de chiffres et de nombres. Et il y a une deuxième partie qui compose le transformer qui s'appelle décodeur. Cette fois-ci, le décodeur, c'est la partie qui va pouvoir décoder la, trans- la traduction numérique qui est fournie par la partie encodeur en phrases, en texte lisible et compréhensible par l'homme. Donc, deux blocs, encodeur et décodeur. On va donc poursuivre. Comme je l'ai dit, les encodeurs créent la représentation contextuelle des mots. Donc ici, je mange la banane va être traduit dans sous forme de vecteur. Donc un vecteur et va être représenté, un mot va être représenté sous forme de vecteur. Je va être un vecteur, voilà, avec ce qu'on appelle une dimension. Un vecteur, c'est une dimension. Voilà. Et quand on va également représenter mange, donc on va avoir je, un premier vecteur, mange, un deuxième vecteur, une, un troisième vecteur, banane, un quatrième vecteur, on va avoir ce qu'on appelle une matrice, qui est un ensemble de vecteurs. Donc, pour rappel, dans le papier de 2017, la taille de la matrice, des embeddings, c'est 512. Mais sachez que cette taille peut être réduite. Voilà, c'est des multiples de 2, hein, si ma mémoire est exacte. Donc, cette taille peut être réduite selon les capacités de votre machine. Donc, on peut avoir une taille, au lieu d'avoir 512, on peut forcément imaginer une taille de 112, par exemple, de 64 aussi, ou de 32. Donc, transformation en vecteur, j'ai expliqué comment transformer un vecteur qui capture le contexte et qui améliore les performances des tailles de pré-traitement du langage naturel. Donc, je explique. Donc, quand on dit transformer un vecteur qui capture le contexte, ça veut dire, par exemple, que si on a la phrase suivante, je mange une banane, je mange du pain. Voilà, ces deux phrases vont être proches comparativement à une phrase où je dis je joue au football, je joue au ballon. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète, si on dit par exemple je mange une banane et je mange du pain, voilà, ces deux phrases font partie de ce qu'on appelle le contexte alimentaire. Et ce contexte alimentaire va être opposé à un contexte de jeu où je dis je joue au ballon, je joue à la balle. Vous voyez que c'est deux contextes différents. Et du coup, les vecteurs, les différences vont se retrouver dans les vecteurs. Les vecteurs vont être différents. Donc, j'ai expliqué la partie décodeur. Décodeur, c'est la partie qui va donc générer les séquences de texte à partir des représentations des encodeurs. Donc, on représente du texte en vecteur et à ce moment-là, on est capable de prédire, de générer les futurs tokens. Les futurs tokens, c'est des mots. Donc, ces décodeurs s'appliquent sur ce qu'on appelle un mécanisme d'attention qu'on verra par la suite. Et ils sont très puissants dans les applications de traduction automatique, puisqu'ils permettent de comprendre le contexte. Par conséquent, ils vont donc permettre de bien traduire en tenant en compte le contexte. Alors, pour l'architecture des transformers,
nous avons vu que, je rappelle, qu'il était constitué de deux blocs, un bloc encodeur et un bloc de décodeur. Dans le bloc encodeur, il part de ce qu'on appelle les input and betting. Input and betting, c'est tout simplement, comme je l'ai déjà dit, la représentation numérique des mots. Donc, chaque mot va tout simplement être représenté sous forme de vecteur. On a ici un exemple de phrase. When you play a Game of Thrones, ça c'est une phrase. Et dans cette phrase, chaque mot est représenté sous forme de vecteur. Et l'ensemble des vecteurs donne une matrice, ce qu'on appelle une matrice d'embedding. Ici, ça s'appelle les input embedding. Donc, et pourquoi c'est représenté sous forme de vecteur? Puisque l'ordinateur, comme je l'ai dit, travaille avec des chiffres et des nombres. Donc, la taille des vecteurs dans le papier original de Vachfani, 2017, la taille des vecteurs est fixée à 512. Généralement, cette taille est un multiple de 2. Donc, la taille peut bien être définie en fonction des capacités de notre ordinateur. On peut donc bien imaginer des tailles de vecteurs de 112 ou de 64 ou de 32 en fonction des capacités de notre machine. Après ces input embedding, on a ce qu'on appelle le positional embedding. Le positional embedding, c'est quoi? C'est tout simplement la représentation des positions des mots dans une phrase. Il faut savoir que l'ordinateur a une façon de représenter la position des mots dans une phrase qui est différente de la nôtre. Donc ici, pour le faire, il utilise ce qu'on appelle le positional embedding. Et ce positional embedding est tout simplement une formule qui permet d'ajouter une information sur la position du mot dans le modèle. Donc ici, on a deux types d'embedding. On a ce qu'on appelle l'encodage sinusoïdal. Le sinusoïdal positional embedding. Donc ici, on utilise les formules de sinus et de cosinus. Si on regarde la formule de façon plus détaillée, on nous dit si la position est un nombre pair, 2i, donc 2i, i étant un entier, donc c'est un nombre pair. Si cette position even position, donc c'est une position paire, si cette position est paire, on utilise le sinus, vous avez la formule qui s'affiche, hein. Et si la position est impaire, odd position, donc on utilise le cosinus. Pose étant la position du mot dans la phrase, donc on va chercher cette position avec cette formule mathématique. I étant l'index de la dimension du vecteur. Donc I ici, ça peut être 0. 0, c'est un nombre pair. 1 impair, 2 pair, ainsi de suite. Et D, la dimension totale de l'embedding. Donc D, la dimension totale, c'est 512, comme on a vu. Donc I, c'est voilà, de 0 jusqu'à 512. Ça varie de 0 à 512. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le positional embedding qui a été utilisé dans le papier original. Donc 512, mais dans d'autres modèles, comme par exemple Lama, je pense qu'ils utilisent un autre nombre, une autre taille de vecteur. Et, et ici, en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre ces valeurs. Ils sont définis mathématiquement. Par exemple, si vous voulez faire la recherche, vous prenez le papier original et vous dites, voilà, je vais l'améliorer. Vous pouvez tout simplement imaginer un cas de figure où vous jouez avec la taille des embeddings. Au lieu de 512, vous prenez une taille plus grande, je ne sais pas, 400, 500, et vous voyez quelle incidence ça a sur
le résultat, sur les résultats du modèle. Donc, on va poursuivre. Cette fois-ci, je vous ai préparé des tableaux qui permettent de bien comprendre cette architecture. Je vais quand même vous remontrer l'architecture. J'ai vu que Derek nous a rejoint. Salut Derek. Je vais quand même remontrer l'architecture pour vous rappeler, pour que vous vous rappelez du contexte, de quoi on parle. Donc, c'est cette architecture dont on parle. L'architecture transformer qui s'affiche à l'écran. Donc, on part de la gauche vers la droite. Donc, ici, on est à cette étape, input embedding. On a vu ensemble l'input embedding, traduction du texte en nombre. Donc, ici, ça nous donne une matrice. Chaque mot est traduit en vecteur. Et comme on a plusieurs mots, on obtient une matrice. Donc, on a ce qu'on appelle input embedding. Et on a vu le positional embedding. Positional embedding, c'est tout simplement la représentation de, de la place de chaque mot, de la position de chaque mot dans une phrase. On a vu que il y avait une formule qui permettait de calculer cette position. Donc, une formule qui applique les cosinus et les sinus. Sinus quand c'est pair, cosinus quand c'est impair. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est le multi-head attention. On va repartir ici. Avant d'arriver au multi-head attention, on va déjà concaténer les input embedding avec les positional embedding. Vous avez d'un côté les input embedding, je rappelle, c'est la traduction. Chaque mot est traduit en une représentation vectorielle. Et puisqu'on a plusieurs mots, on a une matrice. C'est ce qu'on appelle ici le word embedding matrice, input embedding. Et dessus, vous avez le positional embedding. D'ailleurs, vous voyez ici, input embedding et positional embedding. Donc, positional embedding est calculé, on a vu précédemment, avec la formule des sinus-cosinus. Et maintenant, on fait tout simplement la concaténation. Le signe plus là signifie faire la concaténation. Donc, on additionne les deux matrices. Ça nous donne une matrice des embeddings. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle le multi-head attention. Multi-head attention, c'est tout simplement plusieurs head attention. Donc, pour expliquer, on va commencer par ce qu'on appelle un single head attention, un mécanisme d'attention unique. Et après, on aura plusieurs mécanismes d'attention qu'on appelle le multi-head attention. C'est quoi le mécanisme d'attention? C'est tout simplement le fait que le modèle, comme on l'a vu, c'est la révolution de ce modèle, il permet de mettre de l'attention sur certains mots. Donc, il y a dans une phrase des mots qui sont plus importants que d'autres pour la compréhension. Par exemple, si je prends le chat mange une souris, ici, les mots les plus importants, ça va être chat, mange, souris. Donc, le modèle va dans ce cas mettre des poids plus importants sur ces mots. Donc, il y a chat, mange, souris. Généralement, il le fait sur une échelle de 0 à 1. On verra plus tard les différentes subtilités. Donc, c'est la représentation permet au modèle d'apprendre différentes représentations des relations des mots. Donc, pour cette attention-là, le chat mange une souris, il va mettre des poids, comme je l'ai dit, sur les mots les plus importants, mais également, il va essayer de regarder les relations entre les mots. Donc, il va voir chat mange souris. Ça, c'est une première relation de gauche à droite, mais il va aussi regarder de droite à gauche. Mais pas que, il va regarder sous plusieurs angles différents afin de mieux comprendre le contexte. Pourquoi il regarde sur plusieurs angles différents? C'est tout simplement pour bien cerner, pour s'assurer qu'il ne se trompe pas de contexte. Si on dit par exemple, je mange un avocat, ou alors j'ai besoin d'un avocat pour suivre ma procédure. Bon, là, vous voyez qu'il y a le mot avocat, mais ce mot est bien différent selon le contexte. Et ici, le modèle va donc utiliser ce qu'on appelle le multi-head attention, le mécanisme d'attention, pour bien comprendre le contexte, donc les relations
entre les différents mots. Et du coup, pour calculer ce multi-head attention, qui est tout simplement la somme des single head attention, on va en un certain nombre d'opérations, une série d'opérations. Et plus tard, on va voir qu'est-ce que représente, vous voyez là, les lettres Q en majuscule, Q, A, V. Je vais quand même essayer de rappeler le nombre de head attention. Dans le papier original, il est de 8 têtes. Donc, il y a 8 façons de voir les relations entre les mots. Le modèle original. Il essaye de comprendre, si je dis je mange, le chat mange une souris, il va essayer de comprendre cette phrase de 8 façons possibles. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est ça qui fait aussi la puissance du modèle, parce qu'il va essayer de comprendre le chat mange une souris, après il va inverser, souris, euh, et après mange, et mange et après le chat. Donc, voilà. Donc, il va faire des relations de ce genre pour s'assurer, pour bien comprendre le contexte. Là, c'est le modèle original. Et si vous prenez un autre modèle, par exemple le modèle Llama de Meta, un autre large language model, lui, pardon, le modèle Llama, il va au-delà de Vashfani, du papier original de 2017, dans le sens où il va utiliser 32 multi-head attention. Vous voyez, c'est énorme, 32 multi-head attention. Je rappelle, hein, ça signifie tout simplement 32 façons de regarder les relations, les représentations, les relations entre les mots. Donc, on va maintenant expliquer en détail c'est quoi les différents mécanismes d'attention. Prenons un exemple. Vous savez que les large language models permettent de faire de euh, de nombreuses applications. Les premières applications, c'est la traduction automatique. Prenons le cas de la traduction automatique. On veut traduire de l'anglais au français. Donc, on a une phrase de cat sat on the mat. Le chat est assis sur le tapis. Pour faire cette traduction, le modèle va porter son attention sur un certain nombre de mots dans la phrase originale. Le cat sat on the mat. Donc, ici, le modèle va mettre l'attention sur cat, sat et mat. Voilà, les mots les plus importants dans cette phrase. Par contre, il va donner moins de poids aux mots comme de, le, et de, voilà, de revient deux fois, de, ça va avoir moins de poids. Dans l'analyse des sentiments, le film était absolument fantastique, j'ai adoré. Donc, les mots les plus importants, ça va être fantastique, adoré. Donc, ils vont avoir les points les plus importants. Et là-dessus, le modèle va être capable de directement comprendre qu'il s'agit d'un sentiment positif. Par contre, les mots les moins importants vont être le film, par exemple, était, J. Les moins importants, c'est généralement les articles. Les articles, les prépositions, voilà, c'est des mots qu'on peut s'en passer. Et dans le cadre d'un chat, donc un modèle qui fait des questions-réponses, qui répond voilà, à des questions. Si on a par exemple qui a écrit les séries Harry Potter, le modèle va mettre l'accent sur qui écrit Harry Potter. Donc qui écrit, et là tout de suite tu vas comprendre qu'il s'agit d'un auteur. Donc il faut qu'il réponde qu'il réponde qu'il s'agit d'un auteur. Un auteur de quoi? De Harry Potter. Donc il va répondre, il va savoir tout de suite que il va aller chercher le nom d'un auteur. Alors maintenant, c'est quoi les KV, Q, QKV qu'on a vu tout à l'heure dans le multi-head attention? C'est tout simplement ce que l'on cherche à comprendre le Q.
Le K, c'est l'importance des mots. Et le V, c'est l'information réellement contenue. Bon, là, ça paraît abstrait, c'est un peu de théorie. Voyons en pratique ce que ça signifie. Donc, on va reprendre l'exemple de la traduction automatique. Le chat est assis, s'est assis sur le tapis. Donc, ici, ce que l'on cherche, Q, le modèle va se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche? Qui est le sujet? Donc, le sujet ici, c'est le chat, c'est le chat. Importance. Donc, quelle est l'importance des mots? Le chat, c'est quoi? 4, c'est un animal. Et la valeur, c'est chat. Pareil, assis. Quelle est l'action? Le modèle va se poser des questions. Quelle est l'action? L'importance. Assis. Assis indique quoi? Une posture. Et la valeur, c'est assis. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Où est l'action? Le chat est assis. Où? Où est l'action? Oui, c'est bien, le chat est, mais c'est quoi la suite? Où? Donc, le modèle se pose la question où? C'est comme ça qu'il fait pour, vous voyez, le mécanisme, c'est comme ça qu'il fait pour générer du texte. Le chat est où? Donc, il est assis sur le tapis. Donc, où est l'action? Donc, mat indique un lieu. Et le lieu, c'est quoi? C'est tapis. Donc, à partir de là, le chat, euh, le chat va être traduit. Donc, chat va être traduit. Cat va être traduit en chat. La même chose pour assis et la même chose pour tapis. Donc, il fonctionne un tout petit peu comme ça. Voyons maintenant l'exemple dans le cadre du sentimental analysis, l'analyse des sentiments. The movie was absolutely fantastic. Donc, le film était absolument fantastique. Ici, là, le Q, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a un mot fort et le mot fort ici, c'est fantastique. Son importance, il a un poids émotionnel. Et donc, le contenu, la valeur, fantastique, bon, c'est un champ lexical de la joie, c'est positif. Donc, absolutely. Modifie-t-il un mot-clé, renforce un sentiment. Voilà. Movie, sujet du sentiment. Movie dans le contexte. Donc, il s'agit d'un film. C'est comme ça que le modèle résonne pour pouvoir, à la fin, détecter qu'il s'agit d'un sentiment positif. Pareil, l'exemple du chat qui a écrit Harry Potter, les séries d'Harry Potter. Donc, il va chercher. Qu'est-ce qu'on cherche? Qui cherche un auteur? Qui? Qu'est-ce qu'on cherche? Cherche un auteur. Importance. Qu'est-ce que l'indice? Qui a fait quoi? Donc, qui a écrit? L'indice ici, c'est écrit. Donc, l'indice, c'est écrit. Euh, L'action recherchée. Qui demande une personne, donc où, qui a écrit. Et le sujet concerné, c'est des livres. Livres de qui? De Harry Potter. Donc, J. Caroline. Vous voyez? Donc ça, c'est la théorie, hein. Ça, c'est la théorie. C'est comme ça que le modèle raisonne. Il va faire des calculs pour pouvoir générer V. Donc, il va multiplier les matrices K, Q, K, V. Il va les multiplier, c'est des calculs matriciels. On verra plus tard. Pour pouvoir, par la suite, générer une réponse. Donc, il va s'appuyer sur le contexte. Donc, maintenant, on va voir dans la diapo suivante ce que représente QKV concrètement dans le modèle. Donc, plusieurs choses à dire sur cette diapo. Donc, K, c'est ce que l'on cherche. K, c'est l'importance des mots et V, c'est la valeur que prend le mot. Donc, ici, au départ, le modèle va générer de façon automatique, de façon aléatoire, une matrice des poids. Les poids ici, c'est
Q, des queries. Donc, c'est ce que vous voyez ici à droite. Linear weight for key. Mais je ne l'ai pas mis, mais sinon, vous avez linear weight for key, for query et for value. Donc, ces matrices à droite que vous voyez, c'est des matrices de poids. Et ces matrices de poids, comme vous avez vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, on avait vu que matmul, ça signifie multiplication matricielle. Donc, on multiplie K, Q et K. C'est ce qui se passe ici. Donc, on multiplie Q et K. On multiplie ensuite euh, les word embedding là, entre eux. Donc, word embedding et positional embedding est multiplié par Q. Ensuite, est multiplié par key. Et key, c'est K. Et ensuite, est multiplié par value. Donc, on obtient une matrice au final. Une matrice matmul, qui est tout simplement la multiplication de Q et de K. Voilà, QK. Voilà, je rappelle que pour multiplier une matrice, il faut que les colonnes de la première matrice, le nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes. C'est les calculs matriciels algèbre simple. Alors, pour la suite, vous voyez l'architecture, on calcule, je rappelle ici qu'on calcule le mécanisme de la tension, donc on calcule la multiplication des matrices. Et ensuite, on fait du scaling. Mais juste avant de passer à la suite, il faut que je revienne un tout petit peu sur les poids et je vous dise deux, trois choses dessus. Parce que c'est important, les poids. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est les poids qui vont nous permettre de générer du texte de façon cohérente, qui vont nous permettre de répondre de façon cohérente à une question qu'on pose au modèle. Et donc, vous avez ChatGPT, qui est un bon modèle, hein, super bon modèle, enfin, qui a plusieurs modèles, qui est une IA performante, super efficace, à côté d'autres IA, hein, super efficaces également, Claude, Mistral, Queen et j'en passe. Pourquoi on dit que ChatGPT est un modèle fermé? C'est un modèle propriétaire, model, closed model versus open model. Tout simplement parce que ChatGPT a caché ses poids. Donc, ce que vous voyez là, ici, en fait, les Q, K, V de ChatGPT, si on prend le modèle, je ne sais pas, GPT-3 Turbo, 3.5 Turbo ou GPT-4O, tous les poids de ces modèles-là on ne connaît pas, on ne sait pas. Versus, versus DeepSeek. Donc, ça veut dire quoi? DeepSeek, je vais au bout de mon raisonnement, DeepSeek a ouvert ses modèles. C'est open source. Donc, c'est pour ça que on convient que c'est une révolution dans le secteur, tout simplement parce que, enfin, il y a un modèle super efficace, super performant, qui publie ses poids. Publier ses poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être capable d'utiliser ces poids pour pouvoir générer du texte. Donc, on va être capable de pouvoir créer un large language model similaire à DeepSeek. Donc, similaire à DeepSeek et du coup, qui va être similaire aussi à ChatGPT. Tout le monde pourra le faire. Tout le monde pourra le faire, moyennant quand même les ressources hein, de calcul. Donc, ces poids-là sont très délicats dans la mesure où, pour les obtenir, il faut entraîner le modèle. Et il faut entraîner le modèle sur des milliards de données, sur des grosses bases de données, sur des centaines de gigas de données. Donc, c'est des jours d'entraînement. C'est des jours d'entraînement. Le papier original, il entraîne le modèle pendant 3 jours. Donc, si vous partez de zéro, vous n'avez pas de poids et vous voulez créer un large language model, vous devez entraîner le modèle au moins pendant 3 jours, si on s'appuie sur le cas du papier original. Donc, entraîner le modèle, ça veut dire que des coûts liés
à, à l'entraînement, à l'infrastructure, il faut des processeurs, il faut des cartes graphiques performantes de NVIDIA. D'ailleurs, la raison pour laquelle NVIDIA explose, parce qu'on utilise ces cartes graphiques pour entraîner des modèles et également pour générer les résultats qui sont renvoyés par des modèles. Donc, ici, le poids, si vous partez de zéro, vous avez non seulement, enfin, entraîner un modèle, c'est de l'argent, quoi. Donc, vous payez pour entraîner le modèle. Vous avez un coût énorme à payer et un temps, parce que vous avez du temps, le temps que le modèle apprenne. Donc, donc, vous avez un coût en termes d'argent et de temps. Or, si vous récupérez des poids d'un modèle qui est déjà entraîné, vous gagnez en temps et en argent. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Donc, si vous partez de zéro, vous refaites la roue, vous réinventez le monde, vous avez un coût énorme. Versus vous récupérez des poids d'un modèle qui existe. Là-dessus, vous gagnez en temps. Vous avez juste à le modifier. Ce qu'on appelle le fine-tuning. Vous entendez beaucoup le terme fine-tuner un modèle, fine-tuner un modèle. Ça veut dire tout simplement qu'on prend un modèle qui existe déjà, qui génère du texte de façon efficace. On va maintenant le spécialiser, on va le fine-tuner dans un secteur bien précis. On va par exemple fine-tuner le modèle dans le secteur de la médecine, de façon à ce qu'on, lorsqu'on lui pose des questions liées à la médecine, il puisse bien répondre. Ça s'appelle fine-tuner un modèle. Au lieu de refaire tout un large language model de médecine de zéro, qui va nous permettre non seulement de gaspiller, c'est de l'argent, c'est un coût au niveau financier, mais également un coût de temps. On va prendre un modèle qui existe déjà comme GPT-2 ou GPT-3. On va tout simplement le fine-tuner, on va le spécialiser, on va modifier ses poids, quelques poids, pour qu'il puisse être spécialisé en médecine, par exemple. Voilà tout le débat, voilà tout la différence entre OpenAI, ChatGPT et DeepSeek. DeepSeek a publié ses poids. Donc, tout le monde, enfin, les entreprises, ceux qui ont les moyens, ils peuvent prendre le modèle de DeepSeek, le modifier pour qu'il réponde à leurs besoins, le customiser, le fine-tuner. Donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus besoin de payer une API, ils n'ont plus besoin de payer ChatGPT, par exemple, Claude et autres. Ils peuvent eux-mêmes construire leur modèle. C'est ça qui fait la révolution, qui fait couler beaucoup, qui fait perdre des milliards à Wall Street. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce que concernant le fine-tuning, il y a des techniques qu'on appelle LoRa, QLoRa. Je ne vais pas trop vous embêter avec cela. Je vais essayer d'avancer. Donc, calcul matriciel, on a vu, on obtient une matrice. Et ensuite, la matrice, l'étape du scaling. Donc, on a multiplié les matrices. Maintenant, on passe à l'étape du scaling. Le scaling, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que le modèle doit porter son attention, doit bien porter son attention sur les mots les plus importants. Et du coup, pour porter son attention sur les mots les plus importants, les valeurs ne doivent pas être trop grandes. Sachant que, pour rappel, hein, lorsqu'on multiplie, on fait des multiplications, on multiplie des chiffres, des nombres, on obtient un résultat toujours de plus en plus grand. Donc, ici, lorsqu'on multiplie les matrices, va vite se rendre compte que les nombres qu'on obtient peuvent être très grands. Et comme les nombres sont très grands, c'est un problème pour l'apprentissage. Parce qu'à ce moment-là, le modèle ne sait plus quel est le mot le plus important. Donc, pourquoi on parle de scaling? Scaling va tout simplement permettre de supprimer les, qui va permettre de remettre sur une même échelle les poids donnés à chaque mot. Ça va permettre de faire, c'est comme si on traitait les outliers, les données aberrantes. Vous voyez? C'est ça à quoi sert le scaling. Donc, on dit ici que si les valeurs sont trop grandes, cela donne des résultats trop élevés dans le softmax, qu'on verra plus tard, et ça déséquilibre les probabilités d'attention. Le modèle a du mal à apprendre efficacement. Donc, du coup, le scaling va réduire
ces nombres-là qui ont tendance à être très grands, très élevés. C'est comme si, euh, c'est comme si, je vous donne un exemple hein, pour que vous compreniez bien. C'est comme si vous êtes dans une salle de classe et que vous essayez d'écouter le professeur. Le professeur parle, mais les élèves parlent en même temps. Donc, c'est difficile de bien comprendre ce que le prof dit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que les élèves se taisent pendant que le professeur parle. Et donc, pour, pour faire taire les élèves, vous pouvez dire taisez-vous, le fameux taisez-vous, taisez-vous. Donc, ça s'appelle réduire les bruits. Vous devez réduire les bruits. Donc, le professeur, c'est le mot le plus important. C'est la personne la plus importante dans la classe. Donc, c'est elle qu'on doit écouter. Donc, vous devez écouter. Ce qui est important, c'est ce que le professeur dit. C'est pas ce que les autres élèves disent. Donc, les autres élèves qui parlent à côté, c'est des bruits. Donc, le modèle n'a pas besoin d'écouter ces autres élèves. Il veut porter son attention sur le prof. Et du coup, il est obligé de réduire, de baisser, de mettre des poids moins importants sur les élèves et de mettre un poids élevé sur le prof. Voilà. Voilà l'exemple, je ne sais pas, simpliste qui vous permet de comprendre ce que c'est que le scaling. Voyons un exemple aussi concrètement. Il faut que je mette un grand écran là, comme ça c'est mieux. Alors, est-ce qu'on arrive? Ouais. Dans le scaling, on va tout simplement diviser la racine carrée par la dimension des clés. Donc, évite que les scores soient trop élevés, c'est ce que j'expliquais. Hein. Pourquoi on divise? On réduit les effets des valeurs extrêmes, des outliers. Évite que les scores soient très élevés. Aide le modèle à mieux apprendre en gardant une balance entre les mots. Donc, je ne sais pas si on a un exemple pour la suite. Oui, on a un exemple. Voilà, un exemple concret. Le chat dort sur le canapé. Le but, déterminer quel mot est plus important pour chat. Donc, si on ne fait pas de scaling, sans scaling, les valeurs d'attention sont trop grandes. Le modèle pourrait donner trop d'importance à un seul mot, comme d'or. Vous voyez ici, si on ne fait pas de scaling, le modèle va peut-être considérer que d'or, c'est le mot le plus important. Et il va ignorer canapé. Bon, le chat dort, il va s'arrêter là et il va ignorer canapé. En faisant le scaling, en remettant les données sur une même échelle, les valeurs vont être mieux réparties. Donc, au lieu d'avoir, je ne sais pas, une attention à 10 000 sur d'or, on va revenir à une échelle de 0 à 1 ou de 0 à 100 et on va mettre à d'or, je ne sais pas, par exemple, 45%. On va mettre à canapé, je ne sais pas, 35% ou 30%. Et on va mettre à chat 30%. Donc, ça équilibre l'attention équilibrée entre d'or et canapé, car les mots sont pertinents pour chat. Le temps passe très, très vite. Euh, voilà, on va avancer, au moins sur la partie théorique, pour que vous compreniez, c'est l'objectif. Donc, après, on avait vu qu'il y avait input embedding. Après input embedding, on avait les positional embedding. Après les positional embedding, on avait vu qu'il y avait le mécanisme d'attention, multi-head attention. Après le multi-head attention, on avait vu, dans le multi-head, on est toujours dans le multi-head attention, hein. En l'occurrence, ici, le single head attention. Là, on regarde juste un seul mécanisme d'attention. Donc, on a vu qu'à l'intérieur, on multipliait les matrices, multiplication des matrices, scaling, on remettait les matrices, les, les, les nombres qu'on obtenait sous la même échelle pour éviter les outliers, des valeurs trop grandes. Et maintenant, une fois qu'on a fait notre scaling, on applique ce qu'on appelle un mask attention. L'idée ici, c'est c'est de pouvoir masquer les mots et permettre au modèle de pouvoir deviner les mots qui suivent. Par exemple, si je dis
je mange une banane. Donc, le mécanisme de masquage va tout simplement signifier que je dois donner au modèle je et je dois cacher les autres mots. Et à partir de là, le modèle doit être capable de deviner que la suite, c'est mange. Donc, je va avec mange. Et après, il doit être capable de deviner une pareille banane. Vous comprenez déjà comment le modèle fait pour générer des phrases cohérentes. C'est comme ça, en fait. Donc, pendant l'entraînement, on va lui donner je. Il doit, il doit être capable, il va dire je, il va générer, je sais pas, je me balade. Et lors de l'entraînement, on va dire non, c'est faux, c'est pas ça. Il va re-entraîner, il va dire je sais pas, je dors, on va dire non, c'est faux. Il va dire je cours, on va dire non, c'est faux. Jusqu'à ce qu'il dise je mange. Lorsqu'il va dire je mange, on va dire c'est juste. On va dire passe à l'étape supérieure. Une, ainsi de suite, c'est juste. Donc, il va apprendre comme ça. Vous voyez, à partir de là, il sait que quand il dit je, il faut, donc c'est sujet, il faut qu'il génère un verbe, mange une banane, complément d'objet direct. Donc, on masque certains mots. Concrètement, c'est quoi? Un exemple. Ici, on est dans le cadre de ce qu'on appelle un masque causal, future masking. Ici, on cache un certain mot. On empêche le modèle de regarder les mots futurs, les mots qui viennent. Par exemple, ici, si on dit j'aime les, on cache les autres mots. Le modèle doit être capable de prédire les autres mots. J'aime les fraises car ils sont sucrés. Pourquoi on cache les mots? Parce que si on laisse le modèle voir fraise, avant de le deviner, il va tricher. C'est comme si, je sais pas, vous voyez un- un film pour la deuxième fois. Là, il n'y a plus de suspense. Vous connaissez déjà tout ce qui va se passer. Vous trichez, en quelque sorte. Donc, le modèle, il va tricher, il ne va pas faire d'effort. Voilà. Il va tout simplement retenir et il va être mauvais. C'est ce qu'on appelle le problème de overfitting. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. Il va surapprendre. Il va, donc, il va même pas, il va surapprendre au point où il sera incapable de généraliser. Donc, généraliser signifie quoi? Quand je vais lui donner une requête qui est hors de ce qu'il connaît, hors de ce qu'il a appris, il va être incapable de répondre. Voilà. Donc, ce masque-là, masque causal, future mask, est utilisé dans la partie décodeur. Partie décodeur, je rappelle, c'est la partie qui permet de générer du texte, de la sortie du modèle. Donc, on a d'autres types de masques, hein. On a du padding mask. Ici, on va tout simplement dire au modèle que euh, lorsqu'il y a un point, tu t'arrêtes. Donc, j'aime les fraises, point. Tu t'arrêtes, il n'y a rien qui continue. Parce que, vous imaginez, toutes les phrases n'ont pas la même longueur. Comme je vous ai dit, le- les ordinateurs ont tendance à rester sur des schémas rigides. Voyez. Donc, si il doit analyser les phrases, il faut par exemple que les phrases, elles ont les mêmes longueurs de mots, le même nombre de mots. Mais toutes les phrases n'ont pas le même nombre de mots. Par exemple, ici, j'aime les fraises, c'est différent. N'a pas le même nombre de mots que j'aime les pommes et les poires. Donc, lorsqu'on va faire l'entraînement, il va nous demander euh, une longueur de phrase bien précise. Donc, on va lui dire que le nombre de mots pour une phrase, c'est, je sais pas, c'est peut-être 4. Et à partir de là, si on a une phrase à 2 mots, il va remplir le reste de mots par ce qu'on appelle du padding. Voilà, des mots vides en fait. Et voilà, il considère que c'est des mots vides, il ne les attribue pas de poids, d'attention. Voilà. C'est comme ça qu'il fait pour générer des phrases courtes, des phrases longues en fonction du contexte. Voilà. Ce type de masque-là est retrouvé dans la partie encodeur, dans la partie entraînement du modèle.
Et enfin, on avait une dernière fonction qui est softmax. La fonction softmax permet tout simplement d'avoir des poids sur une échelle de 0 à 1. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction d'activation qui est utilisée dans le cadre d'un problème multiclasse. Donc, comme ici, vous pouvez le constater, lorsqu'on dit je mange une banane, le modèle n'attribue pas les mêmes poids à chaque mot. Donc, à la fin, à la sortie de tous nos calculs qu'on fait, donc on multiplie les matrices, le modèle doit être capable de nous donner les mots les plus importants. Je mange une banane, c'est je mange banane, je mange banane. Et à partir de là, la fonction softmax, c'est elle qui va permettre de donner soit les poids de 0,40 à je, ensuite 0,20 à, je sais pas, 0,40 à mange, 0,20 à je et, et 0,40 à banane. Vous voyez? Donc, il va transformer les nombres bruts en probabilité, tout simplement. Parce que, une fois de plus, après les multiplications de matrices, les scaling et autres, on peut avoir soit des valeurs trop grandes, soit des valeurs trop petites. Et donc, pour pas être embêté par ces valeurs-là, on va tout simplement les remettre sous une même échelle. On parle souvent de normalisation, de standardisation. Voilà, en l'occurrence ici, la fonction max, softmax va les remettre dans un intervalle de 0 à 1. Probabilité. On a un exemple ici, le chat dort sur le tapis. Donc, après le calcul des scores d'attention, on a une matrice on obtient une matrice, voilà, avec les poids 2,5, 1, dort 2,5, le score d'attention, tapis 1 et le 0,5. Donc, la fonction softmax va transformer ces scores-là d'attention en probabilité. Donc, le modèle va se concentrer à 75% sur dort, 20% sur tapis et 5% sur le, ce qui est logique. Même si il oublie chat. Le mot chat doit accorder plus d'attention. Non, c'est le mot chat qui doit accorder plus d'attention à dort qu'à tapis. Voilà. Donc, 75% sur dort, 20% sur tapis et 5% sur le. Voilà le mécanisme d'attention. Donc, après le mécanisme d'attention, on va remultiplier par les poids K, les poids V. Donc, après le softmax, on fait une remultiplication des matrices. Voilà. V, c'est les points, hein. C'est le- la valeur, euh, la valeur réelle, en fait, hein, qu'on obtient. Et là, on a fini avec ce qu'on appelle le single head attention. Donc, single head attention. On a juste vu une, un mécanisme d'attention. Comme je l'ai dit, dans le papier original, il y a 8 mécanismes d'attention. Donc, multi-head attention, 8 têtes d'attention. Voilà. Donc, ça, c'est juste une tête, une seule façon de voir les mots. Vous voyez que juste avec une seule tête, déjà, il est super efficace. Il réussit à repérer, à donner des bons poids aux mots les plus importants. Imaginez qu'il fait comme ça 8 fois. Vous voyez qu'il peut pas, il va être difficilement capable de se tromper. Bah écoutez, je vais m'arrêter là ce soir. Voilà. C'est vrai que c'est très intéressant, mais le temps, il passe tellement vite. On n'a pas tout couvert. Il reste encore pas mal de diapos à couvrir. Je vais m'arrêter là. Et ce que je ferai, c'est que je vais mettre la suite. Je vais enregistrer et mettre la suite. Euh, je vais publier la suite sur YouTube. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront regarder. Et à moins que vous voulez qu'on poursuive là-dessus, mais, euh, mais c'est peut-être trop technique, je pense, pour vous. Enfin, trop technique. Là, on ne touche pas au code. Là, j'essaie de vous expliquer la théorie.
Je pense qu'au moins ça, vous comprenez en prenant des exemples. Le niveau ici, c'est niveau lycée. Et je vais poursuivre, je vais continuer, je vais enregistrer, pour la suite, je vais enregistrer le reste, je vais mettre sur YouTube. Et comme ça, la semaine prochaine, on va peut-être discuter d'un thème. Je ne sais pas si vous avez un thème à proposer. Sinon, on va peut-être parler des agents IA. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des agents IA. C'est quoi un agent IA? Euh, Ouais, c'est ça vrai que, pourrait être intéressant de parler des agents. Ouais. voilà, peut-être qu'on pourra parler des agents. Je vais essayer de préparer quelque chose sur les agents. Euh, dans cette partie-là, je vais finir. Je vais quand même finir parce que c'est super important. C'est bien expliqué. J'ai réussi à trouver ces explications-là qu'on ne trouve pas sur. Ça, c'est un papier de recherche enfin, un papier de recherche que j'essaie de vous expliquer avec du calcul matriciel basique, quoi, avec des exemples de calcul de multiplication de matrice que vous ne trouvez pas dans le papier original. Hein. C'est trop, voilà. Voilà, c'est pas là-bas où vous allez trouver des telles explications. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Hein. Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont moins plu? Est-ce que vous voulez intervenir? Moi, c'est vrai, c'est bien toujours de revoir d'abord ce qui se passe dans la conception de façon théorique, etc. Pour après, on va aborder ce qui est beaucoup plus pratique et ce que nous, on veut ici, parce qu'on n'est pas des développeurs derrière comme des développeurs IA ou machin. Donc, c'est plus le package qui est l'interface qui nous intéresse et non ce qui se passe en l'ingénierie derrière. Mais c'est déjà bien de comprendre effectivement comment ça se passe pour essayer aussi d'avoir des connaissances là-dessus. C'est pas inutile, c'est pas inintéressant, c'est très intéressant. Seulement, la partie qui va mieux nous booster, c'est celle-là qui est là où on interagit pour comprendre aussi. Donc, moi, je Mhm. trouve ça inintéressant, donc c'est plutôt bien. Ouais. D'accord. Bon, comme je l'ai dit, hein, voilà, effectivement, ça me tenait à cœur d'expliquer la théorie parce que théoriquement, voilà, il faut bien faire les choses quand même. On va de la théorie pour arriver à la pratique. Et, euh, et c'est pour ça, c'est pour cette raison que je tenais à présenter cette partie théorique. Au moins pour que vous ayez le fonctionnement. L'idée n'est pas que vous soyez des développeurs. Au moins, vous puissiez comprendre comment, je sais pas, ça fonctionne un tout petit peu. Et à partir de là, on pourra effectivement passer sur des parties plutôt applicatives, applications concrètes et les usages. Voilà. Une fois de plus, voilà, je vous remercie comme d'habitude. Je ne sais pas si Derek avait quelque chose à rajouter. Non, Non. Bah, écoutez, c'est un plaisir pour moi, comme à chaque fois, de vous présenter les recherches. c'est nous qui te remercions pour toutes ces connaissances que tu nous partages. Et, euh, et pour la suite, comme j'ai compromis, je mettrai la suite sur YouTube. Comme ça, vous pourrez regarder calmement chez vous si ça vous intéresse. Bonne soirée à vous et à la semaine Merci prochaine. David, merci David. Je vous ai rejoint sur les 25 dernières minutes là, donc j'ai pas suivi l'intégralité, mais voilà, merci pour cet effort que tu fais. Tu t'inscris vraiment dans l'open access là. Tout Donc à fait. merci Tout à vraiment. Et fait. comme Oui, Derek dit, c'est vrai que c'est la partie pratique. C'est bien de découvrir ce qui se passe sous le capot et tout, mais je pense que on sera plus interactif lorsqu'il va falloir passer le permis de conduire. Pour le moment, on, on- on- on s'informe sur ce qui se passe sous le capot, mais le coude. Vous quand passez tu le vas coude. c'est ça, quand tu vas nous parler du volant, je pense que on aura Exactement. plus de questions, quoi. Non, mais je pense qu'effectivement, l'idée, c'est ça. Hein. Je sans vous dévoiler de secrets ou quoi que ce soit. Je pense que vous avez vu le gars de OpenAI, là, le DG, Sam Altman.
Il a Mm. annoncé que 2025, c'était l'année des agents. Donc, que ce soit Microsoft, que ce soit euh, OpenAI, que ce soit DeepSeek, tous travaillent sur des agents. Que ce soit Claude, Mistral, on n'oublie pas Mistral de chez nous, on les supporte. Mm. Tous travaillent sur des agents et peut-être que, je sais pas, dans les semaines à venir, on aura juste les use cases, agent, 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 agent quand même. Et, euh, et voilà, ce serait intéressant, hein, voilà, ce serait super intéressant de voir effectivement comment fonctionnent ces agents-là. Par exemple, je vous donne un exemple bête, créer un agent qui permet par exemple de passer une commande sur Amazon, vous voyez? Créer un agent qui permet de faire la recherche, vous voyez, vous qui êtes dans le Bon, monde de moi, la recherche. je veux un agent qui me permet d'ouvrir, de mettre les ordres sur le marché en bourse et de Voilà, clôturer à temps. exactement. Voilà, ça par exemple, c'est des choses qu'on peut faire. Et voilà, franchement, les possibilités sont infinies. C'est infini, tout à fait. Un agent pareil, oui, c'est possible de le construire. Tout à fait. Vous avez aussi un agent là qui permet de faire la recherche, faire la revue de littérature. C'est une grosse partie qui vous occupe. Je vous apprends rien. Et si, voilà, si un étudiant, un PhD, un chercheur, il a un outil qui lui permet d'aller faire rechercher, faire le travail de revue de littérature, rechercher tous les papiers qui ont déjà travaillé sur la question, les sommaries, les résumés avec les années, les auteurs et même les données, il va être, ouh, ça c'est du pain Un peu béni, quoi. ce que Didier Raoult faisait, parce que publier un article une fois tous les 2 semaines, il faut avoir une équipe. Lui, là, il avait véritablement des agents personnels, des humains physiques. Mhm. Là, parce que sinon, je ne vois pas comment tu publies un Tout à truc fait, chaque tout à semaine, fait. quoi. Chaque Chaque deux semaine, oui. semaines, Ça, c'est vrai. il fallait Bah avoir une écoutez, agent. écoutez, je vous remercie, je vous remercie. Je vais essayer je sais pas, de préparer ton agent, Derek. Je sais pas si de préparer ton agent, ça tombe bien parce que l'objectif c'est ça, hein, c'est que vous proposez des sujets. Je vais essayer de préparer ton agent pour la semaine prochaine qui permet de placer les ordres sur un marché. Euh, et on va voir ensemble. Et je sais pas si Daniel, il a une idée, il a un thème qu'il voudrait qu'on essaie de parler dessus. Euh, non, moi, comme je t'ai dit il y a de semaines qu'on a discuté, en fait, Oui, moi, je, je suis un peu en train découvrez. de me comprendre, de me former sur un peu ce qui est data analytics et peut-être data science, un peu dans... Là, je suis vraiment en train de découvrir un peu les outils de data, les tableaux, les applications pareilles. Donc, peut-être tout ce qui pourrait me permettre d'accélérer mon apprentissage et de me rendre plus efficace dans ce champ-là. Moi, je suis preneur. Donc, c'est un peu sur ça que je suis en train de lire et de me former un peu en ce moment, OK, quoi. parfait. Mm. Bah écoutez, je vous propose la semaine prochaine d'avancer sur un agent qui permet de placer les ordres. On va essayer Mm. de voir. Et après, la semaine qui suit, on va faire un agent qui permet de faire l'analyse de données, la data D'accord. science. Ouais, Voilà, un parfait. agent pour qui on lui donne une base de données. Et après, il nous fait des graphiques, il nous dit s'il y a des outliers, si il y a un problème d'équilibre dans les données. Donc, et Ouais. il nous fait tout le travail chiant, s'il y a des missing values, tout le travail chiant de data analysis là, Mm. Mm. qu'on connaît. Et je pense que ça va être intéressant. Super, super. Et, bah, écoute, Oh, bonne soirée à vous et merci une fois de plus. Merci à toi. merci, bonne soirée à tous. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.